Une innovation anti-crise vraiment spectaculaire, ça a été l'invention de la conserve alimentaire. Parce que là, on gagnait sur tous les niveaux. Ça permettait de conserver des aliments qui ne se conservaient pas facilement, de les stocker, de les utiliser quand il y avait surproduction alors qu'ils ne valaient pas grand-chose, de les utiliser après. Donc aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Mais ça a été une avancée sur l'alimentation à bas prix extrêmement importante et on l'a toujours en place. Hein. Ça, c'était au tournant du siècle dernier. Là, je vous montre deux innovations qui sont nées aussi en cœur de crise. Hein. Le gin, hein, au moment d'après la grande crise, après la rue vers l'or, hein, où toute l'Amérique était en difficulté, c'est venu de France par ailleurs. Et le banilon, hein, qui est né lui aussi de la crise. Il est né dans pleine crise des années 30. Dès qu'arrive la guerre, il sera monopolisé par l'armée et il reviendra ensuite dans l'après-guerre. Alors ici aussi, faut bien voir que quand on analyse les innovations pendant les grandes périodes de crise, déjà on va tomber sur des innovations majeures. Je dirais presque, on aurait tendance à dire que la majorité des grandes innovations sont nées en réponse à des crises. On invente la margarine parce qu'il n'y a plus de beurre. Dans la crise de 29, le Brésil ne peut plus exporter de café, il n'y a plus de moyen de truc. Il passe un contrat à Nestlé pour essayer de refaire le coup qu'il avait fait avec le lait en poudre pour faire du café en poudre. Et Nescafé né d'un contrat du gouvernement brésilien qui en était réduit à brûler le café dans les locomotives brésiliennes parce qu'il ne se vendait pas et puis qu'il ne garde pas le goût longtemps et que ça ne se conserve pas. Bon, généralement, la grande innovation, c'est une réponse à un impact dur qui va obliger de changer par rapport à ce qui était précédemment le cas. Ce qui fait une diffusion qui n'a rien à voir, on reviendra là-dessus d'ailleurs, avec les schémas que l'on voit partout. Early adopter avec des descente progressive, mais qui ne va pas toucher une grande partie de la population. On voit les courbes théoriques partout, on n'a aucune validation statistique observée. Les grandes innovations que vous allez voir là, elles touchent tout le monde d'emblée. Elles ne partent pas du haut, elles partent du bas. Et c'est partagé par quelques grands professeurs américains. Il semble que ce soit assez générique. Quand on fait l'éducation, on dit on va faire l'éducation pour tous. Quand on va faire le truc de santé, c'est pour tous. On met l'électricité, on met pas l'électricité dans une maison sur deux quand on a mis en place l'électricité. Hein, ou l'eau, on ne va pas dire on va mettre l'eau, l'adduction d'eau, ça coûte horriblement cher en le mettant dans une maison sur deux. Hein. Et donc le fait, là par exemple, vous voyez une innovation radicale hein, qui a été le vaccin BCG. Ce n'est pas le Boston Consulting Group, hein, c'est le Calmette-Guérin, hein, du bassin Calmette-Guérin. Donc tout le monde est gratuit. Vous voyez, c'est marqué délivré gratuitement par l'Institut Pasteur. Un des points d'autres qu'on va remarquer dans les innovations anti-crise, c'est beaucoup de gratuit. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est gratuit parce que c'est la crise. Non, c'est aussi que le gratuit que vous voyez aujourd'hui dans l'Internet, en d'autres, on l'a déjà retrouvé souvent. C'est parce que là, ça coûtait vraiment très peu cher de faire le BCG. C'est une invention clé, il ne coûtait pas cher. Le maître payant ne rapportait pas tellement, ça supposait de mettre un système en place. Et puis là, traiter, c'était contre la tuberculose. Ça a été radical. On a vacciné tout le monde, un coup gratuit, qui a été le cas. Donc vous voyez typiquement là une avancée anti-crise qui permet de se débarrasser d'une maladie endémique à un coût marginal. Ici, je vous montre justement ce que je vous parlais, les populaires. Vous voyez, quand vous voulez réagir à une crise, comme on aura eu le Front populaire, on va le voir avec les magasins populaires, vous faites quelque chose qui vise à toucher tout le monde. Donc, vous ne tapez pas du haut en disant ça finira par descendre. Vous tapez du bas et ça va remonter. Vous allez voir, c'est systématique. Autre innovation anti-crise à la fin, je dis, tournant du 19e au 20e siècle, l'aspirine, là encore produit extrêmement efficace. C'est aujourd'hui encore le médicament le plus diffusé sur Terre, hein, 100 milliards produits par an. C'est le premier médicament chimique inventé sur Terre et c'est le plus efficace et le plus diffusé encore aujourd'hui. Hein, plus de 100 ans après son truc. C'est une formule simple. Aujourd'hui, il n'aurait pas son autorisation de mise sur le marché, hein, de toute évidence, compte tenu que c'est quand même quelque chose de très puissant, qui a des effets induits, mais que c'est tellement rentré dans les mœurs que si on piquait l'aspirine, il y aura un trafic en douce pour le revendre. Enfin, chaque personne sur Terre, on avale 13 à 15 par an, hein, pour vous donner une idée. Donc là, traitement efficace de pas mal de problèmes, à un coût très bas, touchant là encore d'emblée tout le monde. Autre cas, j'avais évoqué le lait en poudre, qui a marqué une révolution. 1851, on n'est pas loin d'après la révolution de 1848. On est au milieu du 19e siècle, au moment où on a une crise cyclique assez violente. Ça a été révolutionnaire, le lait en poudre.
Pourquoi? L'alimentation des enfants, il fallait trouver des nourrices, qu'il y ait du lait. Le lait ne se garde pas. Enfin, moi, je viens d'une famille agricole. Enfin, une demi-journée après, le lait a tourné, il n'est plus utilisable. Ça ne se voyage pas du tout. Aujourd'hui, des personnes élèvent leur enfant complètement avec du lait en poudre qui vont se diluer sans aucun état d'âme en prenant premier, deuxième, troisième âge. Et donc l'effet était extrêmement efficace. C'était considéré au niveau des médecins, tout ça, comme une avancée radicale. Ça permettait de nourrir des enfants en milieu suburbain, de gens en difficulté, à un prix très bas. Hein, donc je passe sur la filière après invention. Alors c'est pareil, quand on parle de innovation de temps de crise, ce n'est pas forcément des inventions qui arrivent juste là. Il y a un très long délai entre une invention et une innovation. Il y a ce qu'on appelle le temps de latence. Je disais, souvent, c'est de l'ordre d'une quinzaine d'années, mais ça peut être beaucoup plus. C'est-à-dire que la crise va dire, tiens, c'est le moment de mettre ça en œuvre, de l'industrialiser. Ce n'est pas forcément ce moment-là qu'on le découvre. Ça serait trop tard. On verra que l'innovation, temps de crise, elle se fait plutôt à partir des technologies existantes, dont on va faire la synthèse, plutôt que d'une avancée de la recherche, à cause du temps de latence. La loi des 15 ans, comme nous avait dit le directeur de recherche de L'Oréal. En moyenne, 15 ans entre la découverte d'une molécule et son application dans un produit commercial. Si c'est un médicament, c'est plutôt 18. Et donc, vous imaginez, pour sortir aujourd'hui de la crise, c'est pas tellement en poussant les feux sur la recherche nouvelle qu'on aura les produits anti-crise. Donc, on va voir que c'est des produits beaucoup plus rapides que ça, qui ont des caractéristiques différentes. Ici, vous voyez un produit typique de sortie de crise, c'est le petit tracteur qui a été diffusé dans le monde entier après la Deuxième Guerre mondiale. Massey Ferguson, petit truc du plan Marshall, diffusé. En plus, il y avait une vision politique, c'est-à-dire favoriser l'agriculture familiale plutôt que le grand kolkhoz à l'américaine. Et donc, tous les agriculteurs se retrouvaient encore dans le monde entier. Et d'une fiabilité extrême. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était fabriqué par l'entreprise Hotchkiss qui faisait des mitrailleuses pendant la guerre et des armes, et donc avec des machines d'une grande précision, qui fait qu'il y en a encore qui ont 60 ans, ils ont une bonne valeur de scrap, si vous voulez. Il y en a qui sont importés, il y a des gens qui viennent les aller chercher du Maroc en France pour parce qu'ils peuvent tourner encore. Donc là, vous avez un produit qui a permis, après la guerre, de redémarrer Caratuit, qui a porté vraiment le redéveloppement de l'agriculture peu dans le monde entier. Ça, c'est aussi un produit anti-crise. Pour vous donner une idée, la France avait 40% du marché mondial de l'automobile en 1913, 60 constructeurs, 70% du marché du véhicule de luxe, qu'elle a totalement perdu. Les deux Dion-Bouton, les Panhard-Levasseur, les Hispano-Suiza, enfin je vous passe sur tous les Gaudron et autres produits. Donc la guerre met tout ça par terre et on redémarre en 1948 avec deux véhicules, la 2 chevaux et la 4 chevaux. Vous voyez, c'est pas glorieux. On ne fait pas une descente à partir d'early adopters pour un produit haut de gamme. On part d'un produit basique qui devait permettre de transporter 2 personnes plus 50 kilos de pommes de terre, etc. Je repasse sur le point de base. Et qui va permettre de relancer la production correspondant à une population qui a perdu beaucoup. Il y a encore des tickets de rationnement à ce moment-là, pour vous donner une idée. La cocotte minute Seb, c'est aussi, ça c'est 1953, vous voyez juste, on est dans l'après-guerre. Le pire des comment dirais-je, des restrictions et des tickets de rationnement, c'est pas pendant la guerre, c'est après la guerre. C'est entre 1945 et 1948. On ne supprime les tickets de rationnement qu'en 1949. Il faut le temps de développer un nouveau produit. Alors, vous voyez, la cocotte de luxe à portée de tous, c'est marqué en bas avec mauvais jeu de mots. Bon, je passe sur ça, mais il y a mieux, c'est une très belle maison, le groupe Seb. Un truc qui va être produit en dizaines de millions d'exemplaires. Là encore, très, très efficace. Moi, j'ai vu l'arrivée de la cocotte minute Seb au Japon, parce que c'est arrivé dans début des années 80, et je l'enseignais un peu à Tokyo Keizai University. Pendant les 6 années c'était le cadeau de mariage préféré des Japonaises. Parce qu'il y a une culture japonaise de la cuisson par la vapeur, et une obligation japonaise de la vitesse, parce qu'on n'a pas le temps de faire. Donc là, vous avez la vitesse plus la vapeur. Punaise, là, ça dépote grave, quoi. Et donc là, vous avez typiquement le produit qui permet de préparer des plats, garder les vitamines, etc., qu'on n'a pas besoin de surveiller, comme le lait sur le feu, etc. Produit considéré extrêmement efficace. Lui qui a porté, passe à travers les crises, mais alors c'est presque un produit à la fois de luxe. C'est ce qu'on va voir, c'est que les produits révolutionnaires qui vont permettre à des entreprises de sortir de la crise et après de porter la croissance d'après-crise, en élargissant la gamme, c'est-à-dire en montant en gamme et non pas en descendant.
ils sont d'une grande efficacité. Là, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la cocotte minute Seb, mais à un moment donné, on a interdit les autocuiseurs parce qu'ils explosaient. Et c'est violent, puisque vous avez vu, quand vous levez la soupape, bon, vous faites un truc, ça peut vous péter la figure avec de l'eau bouillante. Et donc, c'est dangereux, si vous voulez. Là, on a une attache avec un système qui a été transféré de sous-marins. C'est la façon dont on bloque une porte en surpression dans les sous-marins, en répartissant la pression au milieu sur les côtés. Et si jamais il y a une surpression, elle va se déformer vers le haut, ça va envoyer la vapeur vers le bas. Jamais une cocotte Minute-Sem n'a explosé. Donc on a une sécurité, une praticité, qui fait qu'on est typiquement sur un produit qui a permis d'ailleurs à un groupe à devenir un leader mondial. C'est aujourd'hui encore le leader mondial de l'électroménager. Avec une cinquantaine de marques présentes sur le monde entier, né justement de la France et l'Europe d'après-guerre, où il fallait des produits peu coûteux pour sortir de la crise et très efficaces. Alors quelque chose est frappant, ici vous avez les 12 entreprises qui ont la plus forte valeur actuellement, les marques, mais c'est par la marque que se fait la valeur. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que si vous prenez vous voyez, 6 des plus principales, GE, ce n'est pas le cas, mais il est revenu comme ça. 5 premières marques mondiales actuelles sont nées de la conception de produits en pleine crise. C'est-à-dire qu'ils sont nés au cœur de crise, soit général, Coca-Cola en pleine crise de 1929, pour le coup, ou bien dans des violentes crises sectorielles, on va voir, c'est-à-dire quand le secteur arrivait à maturité et qu'il ne pouvait plus croître. Coca-Cola et McDo, c'est la crise de 29. Pour d'autres, c'est les crises sectorielles, la fin de la grande informatique, le palier, l'éclatement de la bulle du net et de la redéfinition. Et elles ont diffusé ensuite leurs produits. Si on regarde les autres, Daimler aussi d'ailleurs est né comme cela, mais ils ont des histoires plus longues. Alors, concernant un point très... Vous avez tous appris les courbes en S, diffusion des produits. La période de crise que l'on rencontre nous renvoie à la grande période de crise précédente, la plus importante qu'on ait à se mettre sous la dent, c'est la crise des années 30. Après, il y a eu des crises sectorielles. Alors, vous verrez quelques tableaux comme ceci, diffusion des nouveaux produits, avec souvent un papier comme celui du bas qui dit « Oh, ça va de plus en plus vite et ça se diffuse de plus en plus fort ». Ce tableau est complètement faux, les stats, je ne sais pas d'où elles sortent, mais elles ne correspondent à rien. On a très peu de données primaires sur cela parce qu'il suppose que ça a été saisi en temps réel de retrouver le rythme de diffusion d'un produit. Ça suppose avoir toutes les statistiques. En fait, il n'y a que 2 bases statistiques solides. Repartir sur un point zéro, comme vous voyez en haut, ne sert à rien. Pourquoi ? On vous met 2 choses, automobile, téléphone, électricité, c'est les plus énormes investissements qui ont été faits. L'auto, il faut investir dans des usines, mais aussi dans des routes. Le téléphone, il a fallu l'installer sur tout le territoire. L'électricité aussi. L'Internet est passé par ces fils-là, si vous voulez. On compare des gros investissements lourds de structures avec des choses qui sont simplement l'utilisation de choses existantes. Et puis, les baisses que vous voyez, c'est parce que ça s'est coltiné 2 guerres mondiales et des grandes crises qui ont arrêté les points. Donc, on ne peut pas comparer en partant de zéro. Alors là, je vous reprends base qui est la plus solide à ma connaissance, qui vient de l'administration américaine, qui va nous faire observer plusieurs choses. En jaune, en orange, vous avez les guerres, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. En bleu, vous avez les périodes de crise importantes. Avant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez la longue crise des années 30, qui débouche après 39-45, la guerre. Vous avez la crise molle des années 1973 et qui va traîner ce qu'on a appelé la crise. Il y a un film qui s'appelait La crise. C'est pas profond, mais il n'y a plus de croissance pendant presque 8 ans. Et puis une crise plus récente qui est ensuite 2001-2002. Après, on passera sur la période plus récente. Ce que l'on observe, alors la guerre, ça c'est les diffusions des produits nouveaux dans la société américaine. Il faut savoir qu'aux États-Unis, à la guerre de 14, ils l'ont vu de très loin. Et ils sont arrivés assez tard sur le continent et il y avait très peu de militaires américains. Il y avait moins de militaires américains que de gens de la Croix-Rouge américaine, pour donner une idée, qui sont venus en Europe. Non, ce n'était pas une guerre américaine. Ils ont participé à la victoire, ils ont joué un rôle important. Je ne critique pas les États-Unis, mais ça n'a pas affecté du tout la consommation aux États-Unis, si vous voulez. Vraiment, la crise la plus importante, il y en a une qui était juste au tournant de 1900, tout début des années 1900, 1903, 1908, et il y en avait une vers la fin des années 1890, mais on ne la voit pas là. Première vraie crise, c'est la Grande Dépression, 1929, et qui va traîner
je dirais, ça va un petit peu bouger 5 ans après avec l'arrivée de Roosevelt, le New Deal, mais en fait, c'est un peu de l'apparence. Et en fait, on n'en sortira qu'1 an et demi avant la guerre qui crée un autre type de crise. Qu'est-ce que l'on observe pendant la crise ? Vous voyez, celle-là qui est la grande crise de 1929. Vous avez des produits qui ne sont absolument pas affectés par la crise. Non seulement ils ne sont pas affectés, mais ils accélèrent. Vous prenez par exemple 2 produits d'équipement clés, la machine à laver et le réfrigérateur. Au tournant de l'an 2000, il y a eu une enquête mondiale sur quelle a été la plus grande invention, innovation du siècle passé, du XXe siècle. Les femmes ont dit la machine à laver. Parce qu'avant, ça prenait 1 journée et demie par semaine d'aller laver les choses, et la pilule. Bon, là aussi, le réfrigérateur, ça permet de conserver des aliments qui sinon se perdaient. C'est des produits typiquement anti-crise. Le réfrigérateur continue à tourner à 30% de croissance par an pendant toute la crise de 1929. Et pareil pour la machine à laver. Le téléphone va connaître une baisse. Pourquoi ? Parce que c'est l'équipement des communes et des sociétés de la même façon que l'électricité. Pour mettre l'électricité, enfin, si vous regardez l'ancien texte, c'est dans les campagnes, c'est les communes, on dit on met l'électricité, puis voilà, il va y avoir tout, ralentissement des investissements. Mais vous voyez qu'au milieu de la crise, la courbe s'inverse. Pourquoi ? On va le voir après. C'est que la société et les entreprises s'adaptent à la crise, elles prennent conscience d'un nouveau contexte, elles vont sortir des produits anti-crise. On va voir ce que sont des produits anti-crise, qui vont permettre de récupérer le marché avec des produits simples, faits en très grande quantité, basiques, bien structurés, vous allez voir, qui vont permettre de repartir en croissance, de recréer de la richesse. Et vous en avez, vous voyez, on voit donc qu'on a des produits qui sont plutôt, comment dirais-je, des produits. La radio, elle passe comme truc parce qu'on se tient au courant, ça coûte très peu cher. C'est un produit qui a tout le temps roulé de façon phénoménale. Vous voyez, l'automobile, quand arrive la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, alors les Américains ne rentrent pas en guerre en 1939. C'est à partir de 1942 qu'on a une chute violente. Les hommes sont partis à la guerre, etc. On réquisitionne l'essence, les matériaux. Donc l'automobile baisse. Et vous voyez aussi la machine à laver, les femmes sont seules, etc. C'est là. Mais on verra qu'il y a un truc qui se répand immédiatement, parce que c'est un investissement lourd que ne peut pas se permettre la famille. Ça va être les laveries automatiques qui vont rester une spécificité des États-Unis, encore aujourd'hui. Vous voyez, dans le mythe de la publicité américaine, vous avez la laverie où le type vient avec son jean et tout le bardard, parce que c'est un moyen collectif d'utiliser la machine à laver. Réfrigérateur continue, toute petite régression, parce que c'est un outil extrêmement efficace pour traiter l'alimentation. Radio aussi, électricité n'est pas affectée par cela. Quand on va voir c'est pareil, pendant la crise dite, je vais dire la crise récente, celle qui est déclenchée en fait par la première crise du pétrole, le micro-ondes n'est pas du tout affecté, va plutôt accélérer avec la crise parce que c'est un moyen pratique et peu coûteux en énergie de préparer les repas, si vous voulez. La machine à laver la vaisselle, elle a une croissance beaucoup plus lente parce que son efficacité est beaucoup moins évidente que celle de la machine à laver le linge. Il y en a qui disent que ça va pratiquement plus vite de faire la vaisselle. Ça dépend du nombre de personnes qu'il y a, mais c'est un produit qui reste à un taux de pénétration beaucoup plus bas. L'air conditionné apparaît quelque chose comme étant un peu superfétatoire par rapport aux besoins réels des gens, par rapport aux basiques, si vous voulez, alors qu'on va avoir la télévision qui va être un loisir très peu cher, en fait. Les gens, ça leur permet de rester connectés. La télé, vous voyez le samedi soir, les émissions qu'il y a à la télé. Vous dire c'est pas terrible, oui, mais c'est pour tous les jeunes qui ne peuvent pas sortir. Et donc, ils regardent un truc à la télé parce que c'est pas cher. C'est un loisir très peu cher. Donc, c'est juste un passage rapide pour vous montrer qu'en fait, il y a des produits qui vont, eux, en fait, contrer la crise parce qu'ils ont une efficacité en création de richesses pour l'individu, en création de services réellement utiles qui va être plus forte alors que d'autres vont être marqués. Alors je vous montre par exemple des choses, après on reprendra une séquence plus historique. Voilà par exemple des véhicules anti-crise. La Ford T, qui va être un véhicule anti-crise, pas crise de 29, la production s'arrête en 1927, donc c'est pas du tout un produit de crise de 29. C'est un produit qui va prendre le relais de la grande crise de l'automobile du tournant du siècle. Le leader mondial avant l'arrivée de la Ford T, c'est de Dion Bouton, qui domine la terre entière. Tous les taxis de New York ou de Tokyo sont des de Dion Bouton. C'est lui qui a inventé beaucoup de production série, d'avoir une plateforme commune. Et puis à partir de 1909, c'est la Ford T qui prend le relais. Et rappelez-vous, Henry Ford il disait, si mes ouvriers ont le moyen de l'acheter, c'est un marché phénoménal.
Hein, on en vendra 13 millions. C'est un produit vraiment populaire, dans le sens alors que la plupart des entreprises, la France avait 50 constructeurs d'automobiles, elle dominait le marché du luxe mondial. On a beaucoup de mal à arriver à faire un véhicule qui soit disponible pour tout le monde à des prix très bas. De Dion sortira la Populaire, hein, une voiture qui s'appelle la Populaire pour être adaptée, et Peugeot aura un véhicule 207 qui sera aussi, mais pas dans les mêmes volumes que Ford, et inspiré de la Ford E-T. La Volkswagen, en haut, vous voyez ce truc, qui est celle de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, un véhicule plus simple qui revient très tendance, le Vespa, là, qui était après la Deuxième Guerre mondiale sur l'Italie. Et vous voyez la Logan, produit actuellement typique de sortie de crise avec la gamme Dacia, hein, avec des véhicules relativement bon marché. Deux exemples d'entreprises nées au cœur de crise sectorielle, Microsoft et Airbus. Hein, qui ne sont pas n'importe quoi. Airbus aujourd'hui a encore 55% du marché mondial des avions et Microsoft domine le marché du software. Vous voyez l'équipe qui crée. Dans le cas de Microsoft, on est dans un contexte de crise de l'informatique. On n'a que de la grande informatique, on vend des grands systèmes, on engage des programmes énormes en disant oui mais c'est bien de vendre du hardware, après il faut programmer. Donc tout le problème commence une fois qu'on a allé acheter les ordinateurs. Et on avait lancé des programmes de formation de dizaines de milliers de programmeurs. Hein. Rappelez-vous, l'éducation en disant ah oui, mais après, et puis la paye de la SNCF, ça ne va pas être comme la paye des Galeries Lafayette ou d'une entreprise moyenne. Donc chacun programmait pour lui, en grande partie. Microsoft, lui, s'appuie déjà en disant déjà des équipes phénoménales et de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils vont programmer. Vous imaginez, dans la boîte, on avait des gens qui bidouillaient un peu en programmation. Ils étaient 2-3 pour s'occuper de cela. Ce pas des gros services informatiques. En disant, on s'appuie déjà sur le micro, même s'ils ont fait des softwares qui n'étaient pas destinés qu'au micro. Et on va avoir un soft unique, conçu par des équipes de plus en plus importantes, de milliers de programmeurs, où il n'est pas possible de faire mieux, disponible à un coût marginal, fonctionnant sur des machines simples. Sans coût de développement, sans coût d'intégration, ça a permis l'explosion de l'application de l'informatique, rentrée dans les PME, pour les secrétaires, pour les écoles et tout. Et donc c'était une réponse à la fin d'un modèle qui était le modèle de la grande informatique, avec unité centrale, station de travail, à la place d'avoir des choses autonomes, et avec ce problème lancinant de la programmation des applications. Et en disant, c'est le pack qui intéresse tout le monde. Et vous verrez que finalement, la SNCF trouvera que le logiciel lui correspond bien aussi par rapport à d'autres, parce qu'on sera dans le générique. Hein, ce que fera SAP plus tard. Airbus, il arrive en pleine crise du transport aérien. Pourquoi? Mais je passe sur le long courrier, sur le moyen courrier, on a saturation, on a des avions qui sont petits. Hein, c'est l'époque où on a fait avant des caravelles. On a eu 3 avions en Angleterre, en France, en Allemagne qui ont été un échec parce qu'on ne les a pas vendus suffisamment, ils ne sont pas standardisés. Et Airbus, ce n'est pas prétentieux, c'est un bus qui vole. Vous voyez, c'est typiquement un produit de crise, ce n'est pas Jet Society, c'est bus qui vole 300 places, uniquement 2 réacteurs. En face, il y avait Tristar avec 3 réacteurs et DC-10 avec 3 réacteurs qui étaient un peu imposés par le modèle américain parce qu'il faut faire du cost-to-cost, je ne rentre pas dans les détails, ce qui veut dire 4500 km, ligne qui n'existe qu'aux États-Unis, nulle part ailleurs on a une ligne comme ça. En Europe, 3000 km c'est bien, 2 réacteurs de base, Airbus. Ça a été dur au début. Moi j'ai des vieilles pubs, j'ai Scan, d'ailleurs c'est marqué Airbus, une exclusivité Air France. Oui. Ça veut dire qu'on l'avait vendu qu'à Air France, hein, quand même, qui hésitait, parce que c'était nouveau, comme si une société nationale achetait Airbus, et puis point barre. Et après, et puis il y avait une option d'airtime ou de je ne sais pas quoi, enfin bref. Et puis, moi j'avais étudié à ce moment, j'avais fait des études paramétriques pour aérospatial, qui gérait le programme, sur la façon dont l'avion allait se réparer. Il introduisait des tels changements de productivité. Si vous arriviez à un avion de 300 places, en face vous avez des trucs qui faisaient 85 ou 86, vous en mettiez un, en face il y en avait 3, vous cassiez le coût de l'ordre de 30 à 40%. Et donc dès que vous le mettiez en service, pratiquement dans les 6 mois, la compagnie en face le prenait aussi, ça se percutait comme ça, boum, 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 pour passer sur le nouveau critère de productivité. Et il n'a jamais eu de vrais concurrents pendant pratiquement 10-12 ans, parce qu'il n'y a pas de marché pour ça aux États-Unis. Et qu'il y avait 2 constructeurs qui se battaient, et qu'on n'a pas fait assez, et ça a été le début d'une gamme qui s'est étendue. Et donc il a démarré en faisant
pas du bas de gamme, hein, c'est des produits, entendons-nous, je dirais, il faut pas, on a tendance à faire une confusion entre low cost et bas de gamme. Et déjà, low cost, le mot, bon, on met comme ça, c'est pas forcément low cost, c'est low price, c'est pas forcément low cost. Et il y a un gros travail de développement. Pour vous donner une idée, cet avion-là, le coût de développement, c'est 70 fois une unité de vol. Après, le produit est extrêmement compétitif, mais c'est de la grande industrie. On va voir, ce qui différencie un pays développé par rapport à un autre, on dit que c'est un pays industrialisé. Et quand on va arriver à la chose, vous allez voir l'ampleur de l'acte industriel qu'il y a derrière, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un beau produit, il faut le mettre disponible à des gens qui se sont appauvris en quantité considérable. Donc ça met la barre haute en termes d'enjeux industriels. Donc là, vous voyez, deux entreprises qui dominent la Terre aujourd'hui, elles sont nées nouvelles. Airbus est parti de 0% de part de marché, Microsoft aussi, elles dominent le monde, parce qu'en période de crise, elles ont été capables de définir quelque chose qui changeait radicalement la donne en termes de rapport coût-efficacité. Elles n'auraient pas pu le faire après. Alors, je ne vais pas vous faire chaque cas. Texas Instruments, c'est pareil au niveau du calcul. On est un passage, je ne sais pas, il est très vieux, on connaît les règles à calcul. Graphoplex, la règle à calcul et tout. Enfin, changement radical d'efficacité à partir de l'utilisation d'électronique venue du secteur militaire défense. Xerox, c'était révolutionnaire l'arrivée de Xerox. Xerox, j'ai vu leurs études de marché. La première année, ils avaient dit, on va avoir un truc qui photocopie. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des carbones, vous saviez, vous faites des trucs, vous avez 7-8 feuilles de carbone pour faire un contrat, il fallait appuyer comme une bête, ou alors il fallait recopier, il fallait des copistes. Là, boum, ça passe d'un coup. Ils avaient estimé le marché à ce qu'était avant fait avec carbone, un contrat, etc. Et en fait, la première année, il s'est produit 10 000 fois plus de photocopies qu'ils ne l'avaient estimé dans leur étude de marché. Pas 10 000 fois plus de photocopieurs, 10 000 fois plus de photocopies. Dès que c'est arrivé, les gens, ils ont mis dessus la photo du gamin, ils ont mis dessus tout ce qu'ils avaient sous la main. Les articles, tu as lu l'article du machin? Alors qu'avant, l'article, on ne le faisait pas en papier carbone. Le gamin, on ne reproduisait pas sa tête sur un papier carbone. Et donc, en fait, ça a explosé l'utilisation avec produits typiques. Là encore, on trouvait que ça coûtait cher d'avoir des copies, d'avoir des employés aux écritures qui devaient uniquement reproduire des textes et des choses comme ça. HP, pareil. Apple, vous avez vu, le premier ordinateur, il n'est pas triste, en bois, avec des vis, marqué Apple. Et le logo d'Apple, au début, c'était, vous voyez, la pomme qui tombe sur la tête. Ce n'était pas encore la pomme croquée qu'il était. C'est pareil, là, c'est l'objectif. En fait, c'est de mettre au service de tout le monde, c'est-à-dire les étudiants qui n'ont pas de moyens, la micro-informatique. Et donc, on part bien du bas et pas du haut, encore une fois. Et après, on va monter en gamme. On fera du Lisa, on va faire des ordinateurs qui sont aujourd'hui les plus chers. Mais on ne démarre pas sur ça. On démarre sur un nouveau concept qui vous met un appareil disponible pour tous, vendu en quantité. Apple 1, c'est un échec. Apple 2, c'est un succès. Apple 3, c'est un échec. Enfin, je ne vais pas vous refaire la liste. Qui va permettre, avec les volumes faits, de monter en gamme. Et après même, d'entrer dans l'entreprise, alors qu'au début, ils pensaient que c'était impossible. C'était des trucs pour les étudiants et les bidouilleurs, et pas pour les entreprises. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur où est arrivé Apple. Apple serait très, très difficilement né en période de non-crise. À partir du moment où vous avez des gens qui produisaient en quantité, là, c'est parce que justement, ce n'était pas accessible à des personnes importantes qui l'ont fait. Alors, pour synthétiser, si vous voulez, c'est un peu rapide, les innovations porteuses de sortie de crise, quand on analyse celles qui ont réellement porté essentiellement des synthèses du meilleur état de l'art plus que des avancées nouvelles. La crise, si on dit on a la loi des 15 ans, on est à peu près d'accord. Vous avez vu aussi, construire un EPR, ça va 10, 12, 15 ans. On vous dit, le nouveau métro fera 18 ans. Un médicament, aujourd'hui, la moyenne, c'est 17 ans. Et donc, recherche, oui, mais on a déjà beaucoup des produits de la recherche d'avant qu'on doit utiliser avant de repartir et sans industrie. Donc, c'est beaucoup plus une synthèse du meilleur état de l'art, et ce n'est pas facile d'être au meilleur état de l'art. Parce que ça se fait, quand on regardait les autres, on ne va pas rester 15 ans en crise. Ça se fait en 2-3 ans. Des entreprises capables de dire, moi, je vois comment compacter ça pour l'objectif, réduire les coûts, moitié moins, minimum. Enfin, il y en a parfois, quand les gros produits industriels, au moins 25 ou 30%, compenser la perte de valeur qui doit être compensée. On est dans une situation où on doit compenser une perte de valeur qui s'est faite déjà. Une définition fonctionnelle, smart dans le sens, pas une smart, centrée sur l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus
ramasser dans la seule logique de l'utilisateur et de ce dont il a besoin. On enlève ce dont il n'a pas besoin pour arriver à un produit qui va être on enlève les fioritures. Une grande qualité de conception. En fait, il y a un gros travail de conception plus que de recherche et développement. C'est de la conception. Et d'ailleurs, on voit les groupes amplifier leur capacité de conception. C'est ce que fait PSA sur 3 nouveaux sites pour concevoir en s'appuyant sur le meilleur état des technos existantes, parce qu'il va falloir produire en grande quantité des trucs qui marchent, c'est-à-dire qu'elles sont validées, elles sont standardisées, elles sont acceptées, elles sont patentées, elles sont NF, elles sont normes européennes, elles sont tout ce que vous voulez. Ce n'est pas des trucs sur lesquels on s'interroge. Ça doit fonctionner rapidement et bien. Donc, conception axée prioritairement sur les prix et coûts d'utilisation, avec des objectifs qui sont... Ce qui change, c'est que par rapport à d'habitude, enfin, quand ça roule, c'est qu'on est dans des baisses beaucoup plus importantes. C'est-à-dire un peu révolutionnaire. On dit, à ce moment-là, il va falloir faire fonctionner autrement. Ben oui, on est typiquement dans ce cas-là. Et celui qui est capable de redéfinir autrement, il va devenir le nouveau leader. Cas typique de Volkswagen par rapport à Toyota, à GM. Volkswagen va passer Toyota les doigts dans le nez. Priorité, simplicité, modularité, on retrouve tout le temps modularité. Pourquoi? Parce qu'on fait de la grande série. Efficacité, avec des axes d'extension de valeur en fonction des besoins. On va recréer de la valeur. On a un modèle de base, on arrive à remonter. Et on va étendre l'expansion à partir d'une base très solide, qui est le pack fonctionnel sur lequel on a développé un nouveau produit. Extension de gamme progressive avec la sortie de crise. Exactement ce qu'a fait Microsoft, ce qu'a fait Apple, ce qu'a fait HP, ce qu'a fait Airbus, sur les autres, à partir de votre produit, ce qu'a fait Actimel, fait tout ça, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire la référence, et à partir de là, je peux rajouter de la valeur en fonction des attentes des marchés, des plus hauts ou moins haut de gamme, etc. Bon. Exactement ce qui s'était passé, d'ailleurs, l'intérêt de voir Golf sur longue période, c'est que c'est exactement ce qui s'était passé. En période d'expansion de richesse, on fait tout un tas de versions qui après n'avaient plus tellement de raison d'être, il fallait repartir sur une base beaucoup plus simple, beaucoup plus percutante. Une industrialisation exceptionnelle, puisque, je dirais, on est dans les besoins de retrouver des millions d'emplois. On n'est pas dans le bricolage, on est des grands pays développés quand vous regardez la situation de l'emploi en Europe, aux États-Unis. Donc c'est pour ça que on voit dans les cas que je vous ai cités, Boeing, il ouvre trois chaînes de production de son nouvel avion. Airbus, à mon avis, devrait arriver au moins à 2. Même s'il arrive un peu en décalage. On le voit avec Volkswagen, les 50 millions avec des usines et autres. Pourquoi? Et puis simple, économie d'échelle maximale, modularité, pour créer le coût de production très en deçà de la génération précédente. Si on ne... Franchement, 5%, ça n'est pas la peine. C'est au moins 20-30%. Forte marge portant la reprise. Toutes ces entreprises-là démarrent avec des fortes marges. Pour quelles raisons? En fait, elles sont protégées en termes de marge par les générations précédentes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un risque d'investissement, mais c'est le rôle d'une entreprise d'investir, vous êtes protégé par typiquement les véhicules. Là, au salon, on l'a vu arriver, la Golf 7. Elle a mis la barre à un niveau qui n'était pas attendu, ce niveau-là, par rapport à un train comme Volkswagen. C'est-à-dire qu'à mon avis, pour l'instant, Volkswagen il garde une marge très significative sur ce véhicule. À mon avis, il pourrait faire face à une bagarre des prix jusqu'à moins 25%, il tiendrait encore. C'est-à-dire que ces gens-là vont immédiatement faire de la marge, parce qu'ils arrivent avec quelque chose d'extrêmement efficace. Les autres étant nettement plus chers, on n'est pas obligé d'aligner immédiatement. On dit low cost, ce n'est pas forcément low price. C'est low cost, medium price, high profit. C'est-à-dire marge exactement comme l'Indien, ou ce qu'a fait... Là, par exemple, Boeing vient d'être revalorisé beaucoup en bourse parce qu'on se dit qu'il va faire de la marge alors qu'on ne pensait pas qu'il ferait de la marge sur cet appareil. Donc, forte marge. Et pour la reprise, si vous voulez embaucher, si vous voulez investir, vous avez besoin de faire une marge, puisque en période de crise, on ne va pas vous prêter d'argent. Donc, vous avez besoin de repartir sur des business models qui soient d'emblée à marge importante. On ne peut pas jouer sur le fait d'avoir des tours de table multiples qui vont dire que ça sera rentable un jour, ou je pars avec des produits chers dont le prix baissera. Non, on est dans la logique inverse. Et tous ceux que je vous ai montrés là, ils ont eu des marges. General Electric fait beaucoup de marges, Westinghouse, les gens qui ont fait tous ces produits-là. À partir du moment où ils ont accepté, je vous dis, de décomplexifier le produit, de ne pas suréquiper, je dis, en ayant un peu, je fais un peu d'analyse sociologique, il y a des constructeurs, je dis, vous savez, les gens, ils ne l'entendent pas comme vous l'entendez. Ce n'est pas des lecteurs au quotidien de l'action automobile. Ils ont besoin, la majorité des personnes qui achètent une voiture, c'est des femmes à 60%, c'est pour emmener les enfants chez mamie à l'école.
Quand elle entend suréquipé, ça ne lui plaît pas, de mon avis. Enfin, d'après l'enquête qu'on a. Elle va dire, moi, il me faudrait quelque chose de plus simple, parce que j'ai aussi besoin d'argent pour les mettre à l'école, d'autres trucs, je ne vais pas mettre autant dans une voiture. Donc, à ce moment, et il n'y a pas de raison qu'elle sorte de chez le concessionnaire sans la voiture dont elle a besoin. Parce qu'on peut aller jusqu'à la Logan de casque à 7 ans. Hein, ou bien l'échange, ou bien tout. Ça jouez comme Decathlon, c'est-à-dire que vous pouvez changer sur le parking, si en plus. On accueille les bourses d'échange, etc., pour être sûr de repartir avec l'ensemble des gens. C'est absurde qu'il y en ait 25% qui disent nous, on a des problèmes de déplacement à la campagne parce qu'on ne peut pas se payer ça, puis il n'y a pas de moyens. Donc normalement, on récupère tout le monde. Le but, c'est de récupérer tout le monde dans ces moments-là.